Le 24 mars 1985, une famille entière s'évapore dans les rues de Toulouse. Guillaume et Céline Lavigne, accompagnés de leurs deux enfants Mathieu et Sophie, disparaissent sans laisser la moindre trace. Leur boulangerie, située dans le quartier de Saint-Cyprien, reste fermée ce dimanche matin. Les voisins s'inquiètent. La police intervient. Mais la maison est vide, impeccablement rangée, comme si ses occupants avaient simplement décidé de partir faire une promenade. 27 années s'écoulent, 27 années de silence absolu. Aucun corps retrouvé, aucune demande de rançon, aucun signe de vie. Le dossier est classé, la famille Lavigne devient une légende urbaine toulousaine, une histoire que l'on raconte aux nouveaux habitants du quartier. Puis, en 2012, des ouvriers démolissent un vieil entrepôt abandonné près du canal du Midi. Derrière un mur en briques, ils découvrent un journal intime. Les pages jaunies portent le nom de Sophie Lavigne. Et ce qu'elle révèle va faire trembler les fondations de cette enquête oubliée. Comment une famille entière peut-elle disparaître au cœur d'une ville sans que personne ne remarque rien? Que contenait ce journal pour rouvrir un dossier vieux de presque 3 décennies? Et surtout, qu'est-il réellement arrivé aux Lavigne cette nuit de mars 1985? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Toulouse, printemps 1985. La ville rose connaît une période de transformation urbaine importante. Le métro est en construction depuis plusieurs années, changeant le visage de nombreux quartiers. Dans ce contexte de modernisation, certains coins de la ville conservent leur charme d'antan, leur authenticité provinciale. Le quartier de Saint-Cyprien en fait partie. Situé sur la rive gauche de la Garonne, Saint-Cyprien reste en 1985 un quartier populaire où tout le monde se connaît. Les commerces de proximité prospèrent, les habitants se saluent dans la rue, les enfants jouent sur les places publiques. C'est dans ce tissu social serré que la famille Lavigne a établi son commerce et sa vie. La boulangerie Lavigne occupe le rez-de-chaussée d'un immeuble en briques rouges, typique de l'architecture toulousaine, au coin de la rue de la République et de la rue Réclusane. L'établissement existe depuis 1958, fondé par le père de Guillaume, Marcel Lavigne. Lorsque Marcel décède d'une crise cardiaque en 1978, Guillaume reprend naturellement l'affaire familiale à l'âge de 35 ans. Guillaume Lavigne est né le 15 août 1942 à Toulouse. Homme trapu aux épaules larges, il porte les marques physiques de son métier, ses mains puissantes, couvertes de petites cicatrices de brûlure. Cette posture légèrement voûtée des boulangers qui se penchent quotidiennement sur leur pétrin. Son visage carré, ses cheveux bruns toujours coupés courts et sa moustache épaisse lui donnent une apparence rassurante, presque paternelle. Les clients apprécient son sourire sincère, sa poignée de main ferme, cette façon qu'il a de se souvenir des prénoms de tous les enfants du quartier. Il se lève chaque jour à 3 heures du matin pour commencer les préparations. Le bruit du pétrin mécanique installé en 1975 résonne dans l'atelier situé à l'arrière de la boutique. Guillaume maîtrise parfaitement les recettes traditionnelles transmises par son père, cette façon particulière de travailler la pâte pour obtenir une croûte dorée et croustillante, cette température précise du four à bois qui donne au pain son goût incomparable. Céline Lavigne, née Ferrand le 3 novembre 1945, a grandi dans une ferme près de Montauban. Elle rencontre Guillaume en 1963 lors d'une fête locale. Leur mariage est célébré le 20 juin 1965 à l'église Saint-Nicolas de Toulouse. Céline est une femme mince, au visage doux, encadrée de cheveux châtains qu'elle attache toujours en chignon pour travailler. Ses yeux noisettes reflètent une certaine mélancolie, comme si elle portait un poids invisible sur ses épaules. Elle s'occupe de la vente en boutique chaque matin de 6 heures à 13 heures. Les clients apprécient sa gentillesse, sa patience avec les personnes âgées qui prennent leur temps pour choisir, sa générosité avec les enfants à qui elle offre parfois un petit pain au chocolat.
Mais ceux qui la connaissent bien perçoivent aussi une certaine fragilité chez Céline, cette tendance à s'inquiéter excessivement, ces moments où son regard se perd dans le vague, comme si elle était ailleurs. Mathieu, leur fils aîné, naît le 12 janvier 1969. En 1985, il a 16 ans et fréquente le lycée de Toulouse. C'est un adolescent grand pour son âge, dégingandé, avec les traits de son père mais le regard de sa mère. Il excelle en mathématiques mais déteste l'idée de reprendre un jour la boulangerie familiale. Ses professeurs le décrivent comme un élève brillant mais discret, qui participe peu en classe malgré ses excellentes notes. Mathieu passe ses après-midi à lire des livres de science-fiction dans sa chambre ou à se promener seul le long du canal du Midi. Il a peu d'amis au lycée, préférant sa propre compagnie. Cette solitude choisie inquiète parfois ses parents, mais il l'attribue à son caractère introverti. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Mathieu tient depuis plusieurs mois un journal détaillé où il note ses observations sur la dynamique familiale, comme un scientifique étudiant un écosystème fragile. Sophie, leur fille cadette, naît le 28 mai 1972. À 13 ans, elle est l'opposé de son frère. Bavarde, curieuse, toujours en mouvement, elle illumine la boulangerie de sa présence les mercredis et samedis après-midi quand elle aide ses parents. Les clients adorent son sourire éclatant, ses taches de rousseur sur le nez, ses cheveux roux qu'elle refuse obstinément de coiffer. Sophie fréquente le collège local où elle est connue pour être une élève moyenne, mais très sociable. Elle fait partie du club de théâtre, aime chanter et rêve de devenir actrice. Ses professeurs notent son imagination débordante et sa tendance à dramatiser les situations du quotidien. Dans son journal intime, cadeau de sa marraine pour ses 12 ans, Sophie écrit presque chaque soir, racontant sa journée, ses rêves, ses peurs, avec cette intensité émotionnelle propre à l'adolescence. La famille vit à l'étage au-dessus de la boulangerie, dans un appartement de 4 pièces. Le logement est modeste mais confortable, meublé avec des pièces achetées au fil des années. Le salon donne sur la rue, la cuisine sur une petite cour intérieure. Les chambres des enfants sont petites, séparées par une fine cloison qui ne laisse aucune intimité sonore. Cette proximité forcée crée parfois des tensions, particulièrement entre Mathieu qui cherche la solitude et Sophie qui parle sans cesse. Les Lavigne ne sont pas riches mais vivent correctement de leur commerce. La boulangerie génère un revenu stable, suffisant pour les besoins de la famille, des vacances occasionnelles à la mer, rien d'extravagant. Guillaume gère les finances avec rigueur, tenant des registres précis de chaque transaction, payant ses fournisseurs dans les délais. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croit. Dans le quartier, les Lavigne sont appréciés et respectés. Ils participent aux fêtes locales. Guillaume joue à la pétanque le dimanche après-midi quand la boulangerie est fermée. Céline fait partie de l'association des commerçants de Saint-Cyprien. Ils semblent incarner la stabilité, la normalité, cette vie tranquille de petits commerçants de province que rien ne pourrait perturber. Madame Colette Garnier, leur voisine du dessus, est une veuve de 68 ans qui vit seule depuis la mort de son mari en 1979. Elle achète son pain quotidiennement à la boulangerie Lavigne, toujours à 7 heures précises. Au fil des années, elle a développé une relation particulière avec la famille, devenant une sorte de grand-mère de substitution pour Mathieu et Sophie. Céline lui confie parfois ses inquiétudes autour d'un café, ses petits soucis du quotidien que l'on partage entre voisines. Mais derrière cette façade de normalité, des fissures commencent à apparaître au début de l'année 1985. Des fissures que personne ne remarque vraiment. Sauf peut-être Madame Garnier qui observe avec son œil aiguisé de vieille dame les changements subtils dans les habitudes de ses voisins. Guillaume semble plus tendu, son sourire moins spontané. Il fume davantage, ce qui ne lui ressemble pas. Parfois, Madame Garnier l'entend marcher dans l'appartement tard le soir, les planchers craquant sous ses pas nerveux. Céline paraît encore plus anxieuse qu'à l'ordinaire, ses mains tremblent légèrement quand elle rend la monnaie. Plusieurs clientes remarquent qu'elle se trompe souvent dans les comptes, oubliant de rendre quelques francs ou au contraire donnant trop.
Mathieu est encore plus silencieux, son regard fuyant quand on lui adresse la parole. Il rentre directement à la maison après le lycée, au lieu de flâner comme avant. Sophie, d'habitude si exubérante, semble avoir perdu un peu de son éclat. Elle aide moins souvent à la boulangerie, prétextant des devoirs ou des répétitions au club de théâtre. Ces changements sont infimes, à peine perceptibles pour des personnes qui ne connaîtraient pas bien la famille. Mais dans un quartier comme Saint-Cyprien, où tout le monde observe tout le monde, ces petites modifications dans les comportements habituels ne passent pas complètement inaperçues. Simplement, personne n'imagine qu'elles annoncent une catastrophe imminente. Le samedi 23 mars 1985 commence comme n'importe quel autre samedi. Guillaume se lève à 3 heures, allume les fours, commence à pétrir la pâte pour les premières fournées. Le quartier dort encore quand les premières odeurs de pain frais commencent à se répandre dans la rue. À 6 heures, Céline descend ouvrir la boutique. Les clients réguliers commencent à arriver, faisant la queue comme chaque week-end. Madame Garnier vient à 7 heures précises, comme toujours. Elle remarque que Céline semble particulièrement distraite ce matin-là, qu'elle doit lui demander 2 fois sa baguette traditionnelle. Mais elle ne dit rien, met cela sur le compte de la fatigue du samedi, jour le plus chargé de la semaine. La journée se déroule normalement. La boulangerie ferme à 13 heures comme d'habitude. Les Lavigne mangent ensemble dans la cuisine, un repas simple et rapide. Puis l'après-midi s'écoule calmement. Guillaume fait une sieste, épuisé par sa nuit courte. Céline s'occupe du linge. Mathieu reste dans sa chambre à lire. Sophie sort quelques heures chez une amie du quartier. À 19 heures, toute la famille est réunie pour le dîner. Les voisins n'entendent rien d'inhabituel ce soir-là. Pas de cris, pas de disputes, rien qui suggère un drame imminent. Juste les bruits normaux d'une famille qui vit sa vie. Ces sons familiers qui font partie du paysage sonore quotidien de l'immeuble. À 22 heures, les lumières s'éteignent dans l'appartement des Lavigne. Le quartier s'endort. La nuit tombe sur Toulouse. Une nuit de mars encore fraîche, où le vent de l'Atlantique fait bruisser les feuilles des platanes le long de la Garonne. Personne ne peut imaginer que cette nuit marquera la dernière fois que quelqu'un verra les Lavigne vivants. Personne ne sait encore que dans quelques heures, 4 personnes vont disparaître comme si elles n'avaient jamais existé, laissant derrière elles un mystère qui entre à Toulouse pendant presque 3 décennies. Et dans sa chambre, Sophie Lavigne écrit dans son journal intime les derniers mots qu'elle couchera jamais sur le papier. Des mots qui resteront cachés pendant 27 ans avant de révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Le dimanche 24 mars 1985, 7 heures du matin, Madame Colette Garnier descend comme chaque jour chercher sa baguette. Elle arrive devant la boulangerie Lavigne et s'arrête, surprise. Le rideau métallique est baissé, aucune lumière ne filtre par les interstices, aucune odeur de pain frais ne flotte dans l'air, c'est inhabituel. Même le dimanche, jour de fermeture, Guillaume ouvre généralement le rideau vers 8 heures pour aérer la boutique, nettoyer le fournil. Madame Garnier regarde sa montre, pense qu'elle a peut-être mal calculé l'heure, hausse les épaules et se dirige vers une autre boulangerie 2 rues plus loin. Mais en rentrant chez elle 30 minutes plus tard, elle remarque que le rideau est toujours baissé. Et surtout, elle réalise que l'appartement au-dessus est silencieux, trop silencieux. Pas de bruit de pas, pas de voix, pas ces sons familiers d'une famille qui se réveille un dimanche matin. Elle tend l'oreille dans la cage d'escalier. Rien. À 11 heures, Madame Garnier commence vraiment à s'inquiéter. Elle monte frapper à la porte des Lavigne. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Pas de réponse. Elle appelle à travers la porte. « Céline? Guillaume? C'est Colette, tout va bien ?» Le silence lui répond. Un silence oppressant qui commence à lui nouer l'estomac. Elle redescend, sort dans la rue, fait le tour du pâté de maison pour voir si elle peut apercevoir quelque chose par les fenêtres de l'appartement. Les volets sont fermés, ce qui n'est pas anormal pour un dimanche matin. Mais quelque chose la dérange profondément, cette absence totale de vie alors que la famille devrait être là. À 13 heures, elle se décide à appeler la police depuis la cabine téléphonique de la rue. Elle explique la situation à l'agent qui prend sa déposition, consciente qu'elle risque de paraître ridicule.
Peut-être sont-ils partis en week-end, suggère le policier d'un ton las. Madame Garnier insiste. Non, ils ne partent jamais sans prévenir. Et surtout, Guillaume n'aurait jamais laissé la boulangerie fermée un samedi soir sans le dire à personne. C'est impossible. 2 agents de police arrivent vers 14h30. Ils frappent à la porte, sonnent, appellent. Aucune réponse. L'un d'eux descend interroger les autres commerçants de la rue. Personne n'a vu les Lavigne depuis samedi soir. Le boulanger concurrent de la rue voisine confirme qu'il est étrange que Guillaume ne l'ait pas prévenu d'une absence, comme c'est la coutume entre commerçants du quartier. Les policiers décident d'entrer. Ils contactent le propriétaire de l'immeuble qui arrive avec les clés vers 16h. La porte s'ouvre sur un silence pesant. L'appartement est parfaitement rangé. Aucun signe de lutte, aucun désordre, aucune trace de violence. Les lits sont faits. La cuisine est propre, la vaisselle du samedi soir lavée et rangée dans l'égouttoir. Le salon est impeccable, les coussins du canapé bien alignés. Les policiers inspectent méthodiquement chaque pièce. Dans la salle de bain, les brosses à dents sont là, les 4 alignées dans leur verre. Les médicaments de Céline, des anxiolytiques prescrits par son médecin, sont dans l'armoire à pharmacie, le flacon presque plein. Dans la chambre parentale, les vêtements sont soigneusement pliés dans l'armoire. Le portefeuille de Guillaume est posé sur la commode, avec ses papiers d'identité, quelques centaines de francs en liquide. Dans la chambre de Mathieu, les livres de science-fiction sont empilés sur l'étagère. Son sac de lycée est accroché à la chaise de bureau, contenant ses cahiers et ses manuels scolaires. Dans celle de Sophie, les posters de chanteurs populaires couvrent les murs. Ses vêtements sont éparpillés sur une chaise comme souvent à cet âge. Mais pas de journal intime. Les policiers ne le cherchent pas particulièrement à ce moment-là, ignorant son existence. Ce qui frappe les enquêteurs, c'est cette normalité troublante. Tout est à sa place, comme si la famille avait simplement quitté l'appartement pour une courte absence. Pas de valise manquante, pas de vêtements visiblement absents, pas de message laissé sur la table. Rien qui indique un départ prévu. Le brigadier-chef Jean-Marc Fontaine arrive sur les lieux vers 17h. À 43 ans, c'est un policier expérimenté qui travaille depuis 15 ans à la brigade criminelle de Toulouse. Grand, les cheveux grisonnants, le visage marqué par des années de confrontation avec la criminalité urbaine, Fontaine a cette capacité à lire une scène comme d'autres lisent un livre. Et ce qu'il lit ici le dérange profondément. 4 personnes ne disparaissent pas sans raison, dit-il à ses collègues. Soit elles sont parties de leur plein gré, soit elles ont été emmenées. Dans les 2 cas, il y a forcément des indices. Il ordonne une recherche plus approfondie. Les policiers examinent les relevés bancaires trouvés dans un tiroir du bureau. Le compte de la boulangerie montre des opérations régulières. Rien d'anormal. Pas de retrait important récent, pas de mouvement suspect. Le dernier retrait date du vendredi 22 mars, 150 francs au distributeur automatique de la place du Capitole. Dans le fournil de la boulangerie, tout est en ordre. Les sacs de farine sont alignés, les ustensiles nettoyés et rangés, le four éteint correctement. Guillaume a manifestement terminé sa journée de travail normalement samedi soir, comme n'importe quel autre samedi. Fontaine interroge longuement Madame Garnier. Elle lui raconte les dernières semaines, cette tension qu'elle avait perçue chez les Lavigne, ces changements subtils dans leur comportement. Guillaume semblait préoccupé, dit-elle. Pas inquiet, non, plutôt absorbé par quelque chose. Et Céline était encore plus nerveuse que d'habitude, mais de là à imaginer qu'ils allaient disparaître. Les autres voisins sont interrogés un par un. Personne n'a entendu quoi que ce soit d'inhabituel samedi soir ou dimanche matin. Pas de cris, pas de bruit de véhicule, pas de va-et-vient suspect. Le couple du dessous, les marchands, confirme avoir entendu les Lavigne se coucher vers 22h comme d'habitude. Après, plus rien. Et le matin, demande Fontaine, Madame Marchand réfléchit. C'est étrange maintenant que vous le mentionnez. Je ne me suis pas réveillé avec l'odeur du pain comme d'habitude. Guillaume commence toujours à travailler vers 3h et l'odeur monte par les gaines d'aération. Mais ce matin, rien. Cela signifie que Guillaume n'a jamais commencé à travailler dimanche matin. Ce qui suggère que quoi qu'il se soit passé, c'est arrivé pendant la nuit, entre 22h samedi et 3h dimanche.
Les collègues de Guillaume, les fournisseurs de la boulangerie, les professeurs des enfants, tous sont contactés. Personne ne comprend. Guillaume était un homme stable, travailleur, sans histoire. Céline était discrète mais appréciée. Les enfants étaient normaux, sans problème particulier. Le lundi 25 mars, l'enquête s'intensifie. Les comptes bancaires sont surveillés. Aucun mouvement. Les gares, les aéroports sont alertés. Personne correspondant à leur description n'a été vu. La voiture familiale, une Renault 11 bleue immatriculée dans la Haute-Garonne, est retrouvée garée dans la rue derrière l'immeuble, exactement là où Guillaume la stationnait toujours. Le réservoir est à moitié plein, rien dans le coffre ni dans l'habitacle qui puisse donner un indice. Les téléphones des Lavignes sont mis sur écoute au cas où quelqu'un appellerait pour demander une rançon. Mais les jours passent et aucun appel ne vient. Aucune lettre, aucun message, aucune demande. La presse locale s'empare de l'affaire. Une famille de 4 personnes disparaît mystérieusement à Toulouse. Titre La Dépêche du Midi, le mercredi 27 mars. L'article est accompagné d'une photo de famille que Madame Garnier a fournie, montrant les Lavignes souriant lors d'une fête de quartier l'été précédent. Guillaume a son bras autour des épaules de Céline, Mathieu se tient légèrement à l'écart. Sophie fait un signe de la main vers l'objectif. Les appels affluent au commissariat. Des dizaines de témoignages de personnes persuadées d'avoir vu les Lavignes dans différents endroits, à Marseille, à Paris, à Bordeaux, même en Espagne. Chaque piste est vérifiée méticuleusement. Toutes se révèlent être des erreurs d'identification ou des canulars. Une semaine après la disparition, Fontaine commence à envisager les scénarios les plus sombres. Enlèvement? Mais pourquoi toute une famille? Et surtout, pourquoi pas de demande de rançon? Meurtre? Mais où sont les corps? Et qui aurait une raison de tuer une famille de boulangers sans histoire? Il fait fouiller les abords du canal du Midi, les zones boisées autour de Toulouse, les anciennes carrières. Des plongeurs explorent le canal et la Garonne. Rien, aucune trace des Lavignes. Le passé de Guillaume est scruté en détail. Aucun antécédent judiciaire, aucune dette de jeu, aucune liaison extraconjugale. Celui de Céline révèle juste une dépression post-partum après la naissance de Sophie, traitée avec succès par son médecin. Les enfants n'ont aucun problème à l'école, aucune fréquentation douteuse. Les registres de la boulangerie sont examinés par un expert comptable mandaté par la police. C'est là que la première anomalie apparaît. Les comptes sont globalement bien tenus, mais l'expert note quelque chose d'étrange. À partir de janvier 1985, les recettes déclarées semblent légèrement gonflées par rapport à la moyenne habituelle, alors que les achats de matières premières restent stables. Comme si quelqu'un avait voulu donner l'impression que le commerce allait mieux qu'en réalité. Plus troublant encore, l'expert découvre que Guillaume a contracté un prêt de 50 000 francs en novembre 1984 auprès d'une banque, un montant important pour l'époque. Le motif déclaré était la rénovation du fournil et l'achat de nouveaux matériels, mais aucune facture correspondante n'est trouvée dans les archives de la boulangerie. Où est passé cet argent? Fontaine interroge le banquier qui a accordé le prêt. L'homme se souvient de Guillaume, décrit comme inquiet mais déterminé. Il m'a dit qu'il voulait moderniser son équipement pour rester compétitif, explique le banquier. Il m'a montré des devis. Tout semblait en ordre. Je n'ai vu aucune raison de refuser. Mais quand on demande au banquier s'il peut retrouver ces devis, il ne les trouve pas dans le dossier. Guillaume les avait-il réellement fournis ou le banquier se trompe-t-il de mémoire après plusieurs mois? Impossible de le déterminer avec certitude. Cette découverte change la nature de l'enquête. 50 000 francs disparus, aucune explication claire. Fontaine commence à se demander si Guillaume n'avait pas des problèmes financiers cachés. Peut-être des dettes non déclarées, peut-être une situation désespérée qui l'aurait poussé à fuir avec sa famille. Mais cette théorie ne tient pas complètement. Si Guillaume voulait fuir, pourquoi laisser son argent liquide, ses papiers d'identité? Et surtout, comment disparaître aussi complètement avec 4 personnes sans laisser la moindre trace? Les mois qui suivent, le 24 mars 1985,
transforme profondément le quartier de Saint-Cyprien. La boulangerie Lavigne reste fermée, son rideau métallique baissé comme une paupière close sur un mystère. Les gens passent devant et détournent le regard, mal à l'aise. Certains se signent, machinalement. Madame Colette Garnier vieillit de 10 ans en quelques semaines. Elle qui était si alerte, si curieuse de tout, se replie sur elle-même. Elle ne dort plus correctement, hantée par cette question obsédante. Aurait-elle pu voir quelque chose, comprendre quelque chose qui aurait permis d'éviter ce drame? Chaque nuit, elle repense aux dernières semaines, cherchant dans ses souvenirs un détail qu'elle aurait négligé, un signe avant-coureur qu'elle n'aurait pas su interpréter. Au lycée, les camarades de Mathieu sont sous le choc. Plusieurs sont interrogés par la police. Ils décrivent tous le même garçon. Solitaire, intelligent, pas vraiment d'amis proches. Son professeur principal, Monsieur Leroy, confie à Fontaine, Mathieu était un élève brillant mais distant. Je me demande parfois s'il ne voyait pas trop de choses pour son âge, s'il n'était pas trop conscient des complexités du monde. Certains adolescents ont ce regard vieux. Vous voyez ce que je veux dire? Au collège de Sophie, c'est différent. Les filles de sa classe pleurent, organisent une veillée avec des bougies. Sophie était populaire, aimée, cette énergie joyeuse qui manque cruellement maintenant. Sa meilleure amie, Valérie Dumas, est dévastée. Nous devions répéter ensemble samedi après-midi pour la pièce de théâtre de fin d'année, raconte-t-elle entre deux sanglots à Fontaine. Sophie est partie vers 17h. Elle m'a dit à lundi en sortant. C'est la dernière chose qu'elle m'a dite. À lundi. Fontaine interroge longuement Valérie, cherchant le moindre détail. Sophie vous a-t-elle paru différente ces derniers temps? Valérie réfléchit. Elle était un peu plus calme peut-être, moins excitée par le spectacle qu'au début. Mais je pensais que c'était le stress de la fin de trimestre. On avait beaucoup de devoirs. A-t-elle mentionné des problèmes à la maison? Valérie secoue la tête. Non, jamais. Enfin, attendez. Il y a quelques semaines, elle m'a dit que son père était préoccupé par quelque chose, qu'il ne riait plus comme avant. Mais elle ne savait pas pourquoi. Elle pensait que c'était le travail. Les semaines deviennent des mois. Avril, mai, juin passent sans aucune nouvelle. L'enquête piétine malgré les efforts considérables déployés. Des centaines de personnes ont été interrogées, des milliers d'heures d'investigation, des dizaines de pistes explorées, toutes aboutissent à des impasses. En juin 1985, le propriétaire de l'immeuble fait vider l'appartement et la boulangerie. Les affaires personnelles des Lavigne sont entreposées dans un garde-meuble au cas où il reviendrait un jour. Les équipements professionnels sont vendus pour couvrir les loyers impayés. Un nouveau boulanger reprend le local en septembre, mais il n'y reste que quelques mois. Les clients ne viennent pas, gênés par le souvenir des Lavigne. Le lieu semble maudit. Fontaine refuse d'abandonner le dossier. C'est devenu une obsession personnelle. Chaque semaine, il revoit les éléments, relit les témoignages, cherche ce qu'il aurait pu manquer. Il est convaincu que la clé se trouve dans ces 50 000 francs disparus. Mais où chercher? Il découvre finalement qu'en février 1985, quelqu'un a loué un petit entrepôt désaffecté près du canal du Midi, dans une zone industrielle en déclin. Le bail, signé pour 6 mois, était au nom d'une société fictive. Le propriétaire, un vieil homme qui ne posait pas de questions tant qu'on le payait en liquide, ne se souvient pas précisément du locataire. Un homme, la quarantaine, brun assez ordinaire, il a payé cash 6 mois d'avance et il m'a dit qu'il voulait stocker du matériel. Fontaine se rend sur place. L'entrepôt est vide, abandonné. Le bail n'a pas été renouvelé après août 1985. Aucune trace de ce qui aurait pu y être entreposé. Les murs nus, le sol en béton fissuré, quelques détritus dans les coins. Rien. Mais Fontaine sent qu'il y a quelque chose ici, une pièce importante du puzzle qu'il ne parvient pas à saisir. Pourquoi louer un entrepôt pendant 6 mois si ce n'était pas pour y cacher quelque chose? Et pourquoi ce timing précis, de février à août, encadrant exactement la disparition? Il fait rechercher le propriétaire de tous les entrepôts de la zone. La plupart ont été démolis ou reconvertis au fil des années. Quelques-uns subsistent, abritant des petites entreprises ou servant de stockage. Mais celui loué en février 85 est particulier.
isolé, à l'écart des autres bâtiments, avec un accès direct depuis une route peu fréquentée. Le lieu idéal pour quelqu'un voulant agir discrètement. L'année 1986 arrive. Cela fait 1 an que les Lavigne ont disparu. La presse fait quelques articles commémoratifs. Des théories circulent dans Toulouse. Certains pensent que Guillaume avait des dettes envers des criminels et que toute la famille a été éliminée. D'autres imaginent qu'ils sont partis commencer une nouvelle vie à l'étranger. Les plus romantiques croient qu'ils ont été témoins d'un crime et placés sous protection policière avec de nouvelles identités. Madame Garnier maintient un petit espoir irrationnel qu'ils reviendront un jour. Elle garde une clé de l'ancien appartement, désormais loué à une jeune famille qui ne connaît pas l'histoire. Parfois, elle s'arrête devant l'ancienne boulangerie, transformée maintenant en boutique de vêtements, et elle pleure silencieusement. Fontaine vieillit lui aussi. Le dossier Lavigne devient celui qu'il n'a jamais réussi à résoudre. Cette blessure professionnelle qui ne cicatrise pas. Il y pense encore régulièrement, surtout la nuit quand il ne dort pas. 4 personnes ne disparaissent pas dans le néant. Il doit y avoir une explication. Les années passent. 1987, 88, 89. L'affaire Lavigne devient une vieille histoire, un dossier poussiéreux dans les archives du commissariat. De nouveaux policiers arrivent, qui n'ont jamais connu cette enquête. De nouveaux crimes, de nouvelles disparitions occupent les équipes. En 1990, Fontaine prend sa retraite. Il a 53 ans et il est épuisé. 30 ans de police, des centaines d'affaires résolues, mais celle-ci le hantera jusqu'à la fin. Lors de son pot de départ, ses collègues évitent soigneusement de mentionner les Lavigne. Tout le monde sait que c'est un sujet douloureux. Le quartier de Saint-Cyprien continue d'évoluer, de nouveaux commerces ouvrent, de nouvelles familles s'installent. Peu à peu, les Lavigne sont oubliés sauf par les plus anciens résidents. Ils deviennent une légende urbaine, une histoire que l'on raconte aux nouveaux venus. Vous savez que dans cet immeuble, une famille entière a disparu un jour. Madame Garnier meurt en 1993 à l'âge de 76 ans. Elle n'aura jamais su ce qui était arrivé à ses voisins. Dans ses derniers jours, affaiblie par la maladie, elle confie à une infirmière « Je ne peux pas partir sans savoir. Où sont-ils? Que leur est-il arrivé ?» Ces questions resteront sans réponse. Les années 2000 arrivent. Toulouse se modernise, le métro est terminé, la ville s'étend. L'ancienne zone industrielle près du canal du Midi, où se trouvait l'entrepôt mystérieux, est en cours de rénovation urbaine. Les vieux bâtiments sont démolis les uns après les autres pour laisser place à des logements modernes et des espaces verts. Le dossier Lavigne est désormais archivé, classé parmi les affaires non résolues. Quelques policiers nostalgiques le consultent parfois, plus par curiosité que dans l'espoir de trouver quelque chose de nouveau. La technologie a évolué, les méthodes d'investigation aussi, mais sans nouveaux éléments, impossible de progresser. En 2005, Fontaine décède d'un cancer. Il avait 68 ans. Dans ses affaires personnelles, sa fille trouve un dossier qu'il avait constitué sur l'affaire Lavigne, avec des notes manuscrites, des photos, des coupures de presse. Sur la couverture, il avait écrit « Ils doivent être quelque part. On ne disparaît pas comme ça. » Elle hésite à le jeter, finalement le conserve, ne sachant pas trop pourquoi. 20 ans après la disparition, en 2005, la Dépêche du Midi publie un article rétrospectif. L'énigme Lavigne, 20 ans de mystère. Quelques anciens de Saint-Cyprien sont interviewés. Ils se souviennent vaguement. Les détails sont flous. C'était une famille normale. Du jour au lendemain, plus personne, comme si la terre les avait avalés. Le journaliste qui écrit l'article, un jeune homme qui n'était pas né en 1985, conclut « 20 ans plus tard, le mystère reste entier. Les Lavigne sont-ils morts? Vivent-ils sous de fausses identités quelque part en Europe? Personne ne le sait, et probablement personne ne le saura jamais. Mais il se trompe, car dans 7 ans, en 2012, quelque chose va changer. Quelque chose qui dormait depuis 27 ans va refaire surface. Un journal intime, aux pages jaunies, caché dans un mur, attendant patiemment que quelqu'un le trouve. Un journal qui contient des secrets que personne n'aurait pu imaginer.
Des secrets qui vont tout bouleverser et révéler enfin la vérité sur cette nuit de mars 1985 où 4 personnes ont cessé d'exister. Septembre 2012. La zone industrielle près du canal du Midi, celle-là même où se trouvait l'entrepôt loué en 1985, est maintenant presque entièrement rasée. Le projet de rénovation urbaine avance lentement mais sûrement. Les pelleteuses ont démoli la plupart des vieux bâtiments, laissant place à des terrains vagues en attente de construction. Il ne reste plus qu'un dernier entrepôt à abattre, celui du fond, le plus isolé. C'est un mardi matin, le 4 septembre, quand l'équipe de démolition arrive sur place. 3 ouvriers expérimentés, habitués à ce genre de travail. Le chef de chantier, Karim Ben Ali, 42 ans, travaille dans la démolition depuis 20 ans. Il inspecte le bâtiment avant de commencer les opérations. L'entrepôt est dans un état de délabrement avancé. Le toit s'est partiellement effondré, les murs en briques sont fissurés, la végétation a envahi une partie de la structure. Des tags recouvrent les murs extérieurs, vestiges de l'occupation occasionnelle des lieux par des sans-abri ou des adolescents en quête d'un endroit tranquille. Ben Ali et son équipe commencent par l'intérieur, évacuant les débris avant d'attaquer les murs porteurs. Vers 11 heures du matin, l'un des ouvriers, Thomas Mercier, 28 ans, travaille sur un mur intérieur qui sépare 2 sections de l'entrepôt. Il utilise une masse pour briser les briques. Au 3e coup, il sent que quelque chose ne va pas. Le son est différent, creux. Il frappe à nouveau, plus doucement cette fois, définitivement creux. « Karim, viens voir ça », appelle-t-il. Ben Ali s'approche, frappe le mur avec ses jointures. Le son résonne étrangement. « Il y a un vide là-dedans », confirme-t-il. Ce n'est pas inhabituel dans les vieux bâtiments. Parfois, des espaces vides sont laissés pour l'isolation, ou simplement par mauvaise construction. Mais quelque chose dans ce mur particulier attire leur attention. Ils continuent de démolir prudemment. Après avoir retiré plusieurs rangées de briques, ils découvrent effectivement une cavité, pas très grande, environ 80 cm de large sur 1 mètre de haut, profonde d'une 50aine de centimètres. Et à l'intérieur, enveloppé dans un sac plastique épais et scellé avec du ruban adhésif, se trouve quelque chose. Mercier tend la main pour attraper le sac, mais Ben Ali l'arrête. « Attends, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Ça pourrait être dangereux. » Dans leur métier, ils ont déjà trouvé toutes sortes de choses cachées dans les murs, de l'argent, des armes, de la drogue, même des explosifs une fois. La prudence est de mise. Ben Ali décide de prévenir la police. À 12h15, 2 agents arrivent sur le site. Ils examinent le sac avec précaution, le palpant doucement. Ce n'est pas métallique, ça ne ressemble pas à quelque chose de dangereux, constate l'un des policiers. On peut l'ouvrir. Avec des gants, ils sortent le sac de sa cachette et l'ouvrent délicatement. À l'intérieur se trouve un livre. Un cahier à la couverture rigide, bleue, légèrement défraîchi, mais remarquablement bien conservé, grâce à la protection du plastique. Sur la couverture, écrit au stylo à encre bleue d'une écriture ronde et adolescente, « Journal intime de Sophie Lavigne. Privé ». Le nom ne dit rien aux 2 jeunes policiers. Ils feuillettent rapidement le cahier. Les premières pages sont datées de mai 1984, les dernières de mars 1985. Des entrées régulières, presque quotidiennes, rédigées avec cette intensité propre aux jeunes adolescentes qui confient leurs pensées les plus intimes au papier. Il rapporte le journal au commissariat de Saint-Cyprien où il atterrit sur le bureau du lieutenant Sophie Arnaud, 35 ans, qui dirige depuis 3 ans l'unité des affaires non résolues. Quand elle voit le nom Lavigne et la date 1985, elle se fige. Elle connaît cette affaire. Tous les policiers de Toulouse qui s'intéressent au cold case connaissent l'histoire des Lavigne, la famille disparue sans laisser de traces. Une des énigmes les plus frustrantes dans les archives du commissariat. Arnaud elle-même a parcouru le dossier plusieurs fois depuis qu'elle s'occupe des affaires non résolues, fascinée et perplexe comme tous ceux qui l'ont étudié avant elle. Elle enfile des gants et commence à lire le journal avec une attention extrême. Les premières entrées sont banales, typiques d'une adolescente de 12 ans. Sophie parle de l'école, de ses amis,
de ses professeurs, de ses cours de théâtre. Elle décrit ses disputes avec son frère Mathieu, se plaint qu'il est trop sérieux et ne veut jamais jouer avec elle. Elle raconte ses journées à la boulangerie, les clients amusants, ceux qui sont désagréables. Mais au fur et à mesure qu'Arnaud avance dans la lecture, le ton change. À partir de novembre 1984, Sophie commence à noter des choses plus inquiétantes. Papa a encore eu une conversation bizarre au téléphone ce soir. Il parlait bas, je n'ai pas pu entendre, mais il avait l'air très tendu. Quelques jours plus tard, maman pleure de plus en plus souvent. Elle dit que tout va bien quand je lui demande, mais je sais que c'est faux. Quelque chose ne va pas à la maison. En décembre. J'ai entendu papa et maman se disputer cette nuit. Ils essayaient de parler bas, mais je les ai entendus quand même. Papa disait quelque chose à propos d'argent, que tout serait bientôt réglé. Maman lui disait qu'elle avait peur. De quoi peuvent-ils avoir peur? Arnaud sent son pouce accélérer. Elle continue de lire, page après page, découvrant le portrait d'une famille qui se désagrège lentement sous la surface de normalité apparente. En janvier 1985, Sophie écrit « Mathieu est bizarre aussi. Il passe son temps à observer tout le monde comme s'il prenait des notes mentalement. Parfois je le surprends qui me regarde avec une expression étrange, comme s'il essayait de mémoriser mon visage. Ça me fait un peu peur. » Puis, en février, papa a commencé à partir le soir plusieurs fois par semaine. Il dit qu'il va jouer aux cartes avec des amis, mais je ne le crois pas. Il rentre tard, vers minuit ou 1h du matin, et il a l'air épuisé. Pas épuisé comme après une journée de travail, épuisé comme quelqu'un qui porte un poids trop lourd. L'entrée suivante fait froid dans le dos d'Arnaud. J'ai suivi papa hier soir. Je sais que c'est mal, mais je devais savoir où il allait. Il a pris la voiture et il est allé vers le canal du Midi, dans la vieille zone industrielle. Il est entré dans un entrepôt. Je suis resté caché dehors pendant 1 heure, puis je suis rentré en courant avant qu'il ne revienne. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Arnaud marque une pause, le cœur battant. L'entrepôt, le même entrepôt où le journal a été trouvé. Ce n'est pas une coïncidence. Guillaume Lavigne allait régulièrement dans cet entrepôt avant la disparition. Mais pourquoi? Qu'y faisait-il? Elle continue de lire. Les entrées de mars 1985 deviennent de plus en plus angoissées. Sophie sent que quelque chose d'énorme va se produire, sans savoir quoi exactement. Le 10 mars, l'atmosphère à la maison est insupportable. Personne ne parle vraiment. On fait semblant devant les clients à la boulangerie, mais dès qu'on est seul, c'est le silence. Même Mathieu, qui d'habitude lit tranquillement dans sa chambre, semble agité. Il a sorti une valise de sous son lit hier. Pourquoi aurait-il besoin d'une valise? Le 15 mars. Maman a fait quelque chose d'étrange aujourd'hui. Elle a pris des photos de nous tous. Elle a dit que c'était pour l'album de famille, mais elle avait les larmes aux yeux en le faisant. J'ai peur. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sens que c'est grave. Le 20 mars. Papa a eu une réunion avec quelqu'un à la boulangerie après la fermeture. Un homme que je n'avais jamais vu, grand, costume sombre, l'air sérieux. Ils ont parlé pendant 1 heure dans le fournil. J'ai essayé d'écouter, mais la porte était fermée. Quand l'homme est parti, papa est remonté et il a serré maman dans ses bras, très fort, comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Et puis, la dernière entrée. Celle du 23 mars 1985, le soir même de la disparition. Arnaud retient sa respiration en commençant à lire. C'est ce soir. Papa nous l'a dit au dîner. Il a expliqué le plan. Maman pleurait, mais elle a dit qu'elle était d'accord, qu'on n'avait pas le choix. Mathieu a hoché la tête. Il avait l'air de déjà savoir. Moi, je ne comprends pas tout, mais papa dit que c'est la seule solution, que sinon on perdra tout, et que des gens dangereux viendront nous chercher. Arnaud sent sa bouche devenir sèche. Elle lit la suite avec une concentration absolue. Papa a des dettes, beaucoup de dettes, pas à la banque, à des gens qu'il appelle des prêteurs privés. Il dit qu'il a fait une grosse erreur, qu'il a emprunté de l'argent pour essayer de sauver la boulangerie qui ne marchait pas aussi bien qu'avant, mais que maintenant ils veulent être remboursés et qu'il n'a pas l'argent. Il dit qu'ils ont menacé de nous faire du mal si on ne payait pas. La suite fait trembler les mains d'Arnaud. Alors papa a trouvé une solution. On va disparaître, tous les 4.
Papa dit qu'il a tout organisé depuis des semaines. Il a loué un endroit secret où on va se cacher. Il a économisé un peu d'argent, changé des choses de place petit à petit pour que personne ne remarque. Il dit qu'on va rester caché quelques mois, le temps que les prêteurs nous croient morts ou partis, et après on pourra recommencer ailleurs avec de nouvelles identités. Arnaud doit s'arrêter de lire un instant pour reprendre son souffle. Une disparition volontaire. Les Lavigne ont organisé leur propre disparition pour échapper à des créanciers dangereux. Mais alors, où sont-ils allés? Et surtout, pourquoi ne sont-ils jamais réapparus? Elle reprend le journal, lit les dernières lignes écrites par Sophie Lavigne. « J'ai peur, mais papa dit que tout ira bien. Il dit qu'on doit juste être courageux pendant quelques mois. Maman prépare nos sacs avec le strict minimum. On ne peut rien emporter d'encombrant. Mathieu a l'air calme, mais je vois qu'il est tendu. Moi, je ne sais pas ce que je ressens. C'est excitant et terrifiant en même temps. Et puis, les derniers mots. On part dans 2 heures, vers minuit. Papa dit qu'à cette heure-là, les rues seront vides. On va marcher jusqu'à l'entrepôt où il a tout préparé. Il dit qu'on y restera jusqu'à ce que ce soit sûr de partir. J'écris ce journal là-bas et je le cache ici, dans le mur, parce que papa dit qu'on ne peut rien emporter qui pourrait nous identifier. Un jour, quand tout sera fini, je reviendrai le chercher. Ce sera mon témoignage de cette nuit étrange où nous sommes devenus des fantômes. C'est tout, la dernière page, plus rien après. Arnaud reste immobile, le journal entre les mains, essayant de comprendre les implications de ce qu'elle vient de lire. Le lieutenant Arnaud convoque immédiatement son équipe. 4 enquêteurs expérimentés se réunissent autour de la table de conférence. Elle leur fait lire les passages clés du journal. Le silence qui suit est lourd, chargé de questions non formulées. Ils ont organisé leur disparition, résume l'inspecteur Laurent Dubois, 50 ans, vétéran qui travaille sur les cold cases depuis 10 ans. Ils se sont cachés dans l'entrepôt pour échapper à des prêteurs dangereux. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pourquoi ne sont-ils jamais ressortis? Arnaud secoue la tête. C'est justement là le mystère. Sophie dit qu'ils devaient rester cachés quelques mois. Nous sommes en 2012, 27 ans plus tard. Soit ils sont quelque part sous de fausses identités, soit... Elle ne termine pas sa phrase. Tout le monde comprend l'alternative non dite. Soit quelque chose a terriblement mal tourné dans cet entrepôt. Il faut retourner sur le site de démolition, décide Arnaud, immédiatement. S'ils étaient dans cet entrepôt, il pourrait y avoir d'autres indices, peut-être même, elle ne dit pas des corps, mais l'idée flotte dans l'air comme une présence fantomatique. L'équipe arrive sur le site à 15 heures. Les travaux de démolition ont été suspendus sur ordre de la police. L'entrepôt est désormais une scène de crime potentiel. Une équipe de la police scientifique est déjà là, attendant les instructions. Arnaud leur montre l'extrait du journal où Sophie mentionne l'entrepôt. Nous cherchons des indices qu'une famille de 4 personnes aurait pu séjourner ici en mars 1985. Soyez extrêmement minutieux. Après 27 ans, les preuves seront difficiles à trouver, mais elles pourraient être là. Les techniciens se mettent au travail. Ils installent des projecteurs, car la lumière naturelle qui filtre par le toit effondré est insuffisante. Ils photographient chaque mètre carré, prélèvent des échantillons de sol, examinent les murs à la recherche d'autres cachettes. Pendant ce temps, Arnaud et son équipe fouillent les archives de 1985. Ils recherchent tout ce qui concerne les prêteurs privés que Guillaume aurait pu contacter. À cette époque, il existait effectivement à Toulouse un réseau d'usuriers qui prêtaient de l'argent à des taux exorbitants aux commerçants en difficulté. La plupart opéraient dans la semi-légalité, avec des méthodes d'intimidation bien connues de la police. L'inspecteur Marc Fontaine, fils de Jean-Marc Fontaine qui avait enquêté sur le cas original, est contacté. Il a 38 ans maintenant et travaille à la brigade financière. Quand Arnaud l'appelle pour lui parler de la découverte du journal, il est sous le choc. « Mon père n'a jamais cessé de penser à cette affaire », dit-il d'une voix étranglée. Il en parlait souvent, surtout vers la fin. Il disait qu'il avait manqué quelque chose d'important, mais il ne savait pas quoi. Et vous me dites qu'ils avaient organisé leur disparition. Arnaud lui demande s'il se souvient de conversations avec son père sur les aspects financiers de l'affaire. Fontaine réfléchit.
Il mentionnait les 50 000 francs disparus. Il pensait que c'était la clé. Il avait même une théorie qu'ils avaient pu servir à payer quelqu'un pour les aider à disparaître. Il n'était pas loin de la vérité finalement. Votre père a-t-il évoqué des prêteurs privés dans ses investigations? Fontaine hésite. Pas explicitement. Mais je me souviens qu'il avait noté dans ses carnets personnels quelques noms. Des individus connus pour prêter de l'argent aux commerçants en difficulté. Attendez, je crois que j'ai conservé ces carnets après sa mort. Je vais vérifier. 2 heures plus tard, Fontaine rappelle. J'ai trouvé. Mon père avait listé 3 noms. Éric Blanc, Raymond Castellano et Michel Arnaud. Tous 3 étaient soupçonnés d'usure mais jamais condamnés. Blanc est mort en 1995. Castellano vit toujours. Il a 78 ans, dans une maison de retraite à Colomiers. Arnaud. Je n'ai pas de nouvelles récentes. Lieutenant Arnaud note les noms. Michel Arnaud. Aucun lien de parenté avec elle, mais le nom résonne étrangement. Elle commence des recherches. Michel Arnaud, né en 1937, a effectivement été impliqué dans des affaires louches dans les années 80. Prêts usuraires, intimidation, association de malfaiteurs. Jamais de condamnation lourde, toujours assez malin pour rester à la limite de la légalité. Il a pris sa retraite en 1998 et vit depuis à Toulouse, dans le quartier de Côte-Pavée. On va lui rendre une petite visite, décide Arnaud. Pendant ce temps, sur le site de démolition, les techniciens font une découverte troublante. Dans la partie la plus reculée de l'entrepôt, derrière une pile de vieux gravats, ils trouvent les vestiges de ce qui ressemble à un espace d'habitation temporaire. Les restes d'un vieux matelas presque entièrement décomposé, des morceaux de plastique qui auraient pu servir de bâche, quelques boîtes de conserve rouillées. Un des techniciens appelle Arnaud sur son portable. « Lieutenant, vous devriez voir ça. On a trouvé quelque chose. » Elle arrive 30 minutes plus tard. Les techniciens ont délimité une zone d'environ 5 mètres sur 6, où il est évident que quelqu'un a séjourné. Les analyses préliminaires confirment la présence de fibres textiles datant de plusieurs décennies, de traces organiques anciennes, de résidus alimentaires. Il y avait définitivement des gens ici, confirme le chef technicien. Impossible de dire combien exactement ou pendant combien de temps sans analyse plus poussée, mais quelqu'un a vécu ici, ne serait-ce que temporairement. Arnaud sent l'excitation monter en elle. Ils sont sur quelque chose. Le journal disait vrai, les Lavignes se sont effectivement cachés dans cet entrepôt. Mais qu'est-il arrivé ensuite? Elle examine attentivement l'espace. Il y a quelque chose qui la dérange, une question qui s'impose à son esprit. Comment une famille de 4 personnes aurait-elle pu vivre ici pendant des mois sans être découverte? L'endroit est isolé, certes, mais pas complètement coupé du monde. Des employés travaillaient dans les entrepôts voisins en 1985. Des routiers passaient sur la route proche. Comment rester invisible? À moins qu'ils n'aient pas eu besoin de rester cachés pendant des mois, à moins que quelque chose se soit produit rapidement, dans les premiers jours ou semaines de leur disparition. Le lendemain matin, mercredi 5 septembre, Arnaud et l'inspecteur Laurent Dubois se rendent au domicile de Michel Arnaud. C'est une maison modeste, dans un quartier résidentiel calme. Un vieil homme leur ouvre, appuyé sur une canne. 75 ans, les cheveux blancs clairsemés, le dos voûté, l'air d'un retraité inoffensif. Arnaud se présente et explique qu'ils enquêtent sur une vieille affaire. Le visage de Michel Arnaud se ferme immédiatement. « Je n'ai rien à voir avec quoi que ce soit. J'ai payé mes dettes à la société, si on peut dire, même si je n'ai jamais été condamné pour rien de sérieux. »« Nous ne vous accusons de rien, monsieur Arnaud, » dit calmement le lieutenant. « Nous aimerions juste vous poser quelques questions sur vos activités en 1985. Plus spécifiquement, connaissez-vous Guillaume Lavigne ?» Le vieil homme hésite une fraction de seconde. C'est presque imperceptible, mais Arnaud le voit. « Lavigne, le boulanger qui a disparu. J'ai entendu parler de cette histoire comme tout le monde à l'époque. Vous le connaissiez personnellement ?» insiste Arnaud. Michel Arnaud soupire. « Écoutez, c'était il y a presque 30 ans. Je connaissais beaucoup de commerçants à l'époque. C'était mon activité. Je leur prêtais de l'argent quand les banques refusaient
Oui, j'ai peut-être prêté quelques francs à Lavigne, je ne m'en souviens pas précisément. Combien? Je vous dis que je ne me souviens pas. Arnaud sort une photocopie d'une page du journal de Sophie. Nous avons des éléments qui suggèrent que Guillaume Lavigne vous devait beaucoup d'argent. Assez pour qu'il panique et organise la disparition de toute sa famille. Le vieil homme pâlit visiblement. Il va s'asseoir dans un fauteuil soudainement fragile. Vous avez trouvé quelque chose? Après toutes ces années? Nous avons trouvé le journal intime de sa fille. Elle y explique que son père avait des dettes envers des prêteurs dangereux. Étiez-vous l'un de ces prêteurs, monsieur Arnaud? Un long silence. Puis, le vieil homme hoche lentement la tête. D'accord, oui, Lavigne me devait de l'argent, 45 000 francs pour être précis. Il était venu me voir en octobre 1984, désespéré. Il disait que la boulangerie perdait de l'argent à cause d'un nouveau concurrent, qu'il avait besoin de moderniser son équipement pour rester dans la course. Les banques avaient refusé de lui prêter davantage, il était déjà endetté. Et vous lui avez prêté? C'était mon business. Oui, je lui ai prêté. Avec des intérêts élevés, je ne vais pas mentir. C'était le tarif pour ce genre de prêt risqué. Le remboursement devait commencer en février 85. Et il n'a pas pu rembourser. Michel Arnaud secoue la tête. Non, il a payé les 2 premières mensualités difficilement, mais en mars, rien. Je suis allé le voir à la boulangerie le 20 mars. Je lui ai dit que je ne pouvais pas attendre indéfiniment, que j'avais moi-même des gens à qui rendre des comptes. Je lui ai donné jusqu'à la fin du mois. Vous l'avez menacé? Le vieil homme détourne le regard. J'ai dit ce que je devais dire pour qu'il comprenne que c'était sérieux. Mais je n'ai jamais menacé de faire du mal à sa famille, jamais. Je voulais juste mon argent. Qu'est-ce qui s'est passé après le 23 mars? Rien, ils ont disparu. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai pensé qu'ils s'étaient enfuis pour m'éviter. J'étais furieux au début, puis avec le temps, l'argent était perdu de toute façon. J'ai tourné la page. Arnaud le fixe intensément. Vous n'avez jamais dit à la police que Lavigne vous devait de l'argent? Vous plaisantez? J'aurais admis que je faisais de l'usure, j'aurais été arrêté immédiatement, et puis je n'avais aucune idée de ce qui leur était arrivé. Je ne voyais pas comment mes informations auraient pu aider. Vous n'avez jamais pensé qu'il leur était peut-être arrivé quelque chose à cause de vous? Le vieil homme lève des yeux humides vers elle. Tous les jours, pendant des années. Je me suis demandé si ma pression avait été la goutte d'eau qui les avait poussés à faire quelque chose de désespéré. Mais je vous jure que je ne leur ai fait aucun mal. Je ne les ai même pas revus après le 20 mars. Arnaud étudie son visage, cherchant des signes de mensonge. L'homme semble sincère, rongé par une culpabilité ancienne, mais elle doit vérifier. Où étiez-vous la nuit du 23 au 24 mars 1985 ? Chez moi, avec ma femme. Elle est décédée en 2003, mais elle pourrait vous le confirmer si elle était encore là. Après 1 heure d'interrogatoire, Arnaud et Dubois repartent. Dans la voiture, Dubois demande « Tu le crois ?» Arnaud réfléchit. « Je pense qu'il dit la vérité sur les menaces. Mais je ne suis pas sûr qu'il nous dise tout. Il y a quelque chose dans son regard, de la peur peut-être, ou du remords. » Les jours suivants, l'enquête s'intensifie. Les analyses ADN sont lancées sur les échantillons prélevés dans l'entrepôt, mais avec 27 ans d'exposition aux éléments, les chances de trouver des résultats exploitables sont minces. L'équipe interroge d'autres personnes liées aux prêts usuraires des années 80. Raymond Castellano, l'homme dans la maison de retraite, confirme que Michel Arnaud était effectivement un prêteur actif à l'époque. Mais il n'était pas du genre violent, précise Castellano. Il faisait peur avec les mots, mais je ne l'ai jamais vu faire du mal physiquement à quelqu'un. Il y en avait d'autres qui étaient bien pires. Cette information rassure partiellement Arnaud, mais elle ne résout pas le mystère central. Si les Lavigne se sont cachés dans l'entrepôt, comme le journal l'indique, pourquoi n'en sont-ils jamais ressortis? 1 semaine après la découverte du journal, les techniciens de la police scientifique font une nouvelle découverte glaçante. En examinant minutieusement le sol de l'entrepôt avec des techniques modernes d'investigation, ils détectent quelque chose d'anormal dans un coin particulier, sous plusieurs couches de terre et de gravats accumulés au fil des ans.
Le vendredi 14 septembre, ils commencent à creuser prudemment. À 50 centimètres de profondeur, leur pelle touche quelque chose de dur. Ils dégagent délicatement la terre autour. C'est du béton versé directement dans le sol de terre battue, formant une dalle d'environ 2 mètres sur 3. Arnaud arrive sur place, immédiatement. Elle regarde la dalle de béton, son cœur battant sourdement. Elle sait ce que cela signifie probablement. On ne coule pas du béton dans le sol d'un entrepôt abandonné sans raison. « On brise la dalle !» ordonne-t-elle d'une voix qu'elle s'efforce de garder calme. Les techniciens utilisent des marteaux-piqueurs. Le béton, vieux et fissuré par le temps, se brise relativement facilement. En dessous, à environ 50 centimètres de profondeur, ils trouvent ce qu'Arnaud craignait et espérait à la fois depuis le début de cette investigation. Des ossements humains. Plusieurs squelettes entremêlés, enterré là depuis très longtemps. Même après 27 ans, même avec la décomposition avancée, il est évident qu'il y a plusieurs corps. 4 corps, probablement. Arnaud doit sortir de l'entrepôt un moment pour reprendre son souffle. Elle s'appuie contre un mur extérieur, les mains tremblantes. Après 27 ans, les Lavignes sont retrouvées. Mais la question qui brûle maintenant dans son esprit est encore plus terrible que celle de leur localisation. Qui les a tués ? Et pourquoi? Les corps sont transférés à l'Institut médico-légal de Toulouse dans la soirée du 14 septembre. Le médecin légiste, le docteur Éric Moreau, 54 ans, est l'un des meilleurs experts de la région. Il a examiné des centaines de squelettes au cours de sa carrière, mais celui-ci représente un défi particulier à cause du temps écoulé et des conditions d'enterrement. Arnaud attend les premiers résultats avec une impatience fébrile. Elle ne dort presque pas cette nuit-là, repassant mentalement tous les éléments de l'affaire. Le journal de Sophie, les dettes de Guillaume, l'entrepôt, les ossements. Tout commence à former un tableau cohérent, mais il manque encore des pièces essentielles du puzzle. Le lundi 17 septembre, le docteur Moreau l'appelle. « Lieutenant, j'ai des résultats préliminaires qui vont vous intéresser. Pouvez-vous venir à l'Institut ?» Arnaud arrive 30 minutes plus tard. Moreau la conduit dans son bureau où des photographies et des rapports sont étalés sur une grande table. « Alors, voici ce que nous avons, » commence-t-il. 4 squelettes, effectivement. 2 adultes, un homme et une femme, et 2 adolescents, un garçon et une fille. Les âges et morphologies correspondent parfaitement aux Lavignes. Vous êtes sûr que ce sont eux ? Les analyses ADN prendront encore quelques semaines pour confirmation définitive. Mais oui, j'en suis pratiquement certain. La taille, l'âge osseux, tout correspond. De plus, nous avons trouvé quelques éléments sur les corps. Des fragments de vêtements qui, d'après les fibres, datent des années 80. Un bracelet en argent sur le squelette de la jeune fille avec une inscription gravée « Sophie, 12 ans ». Des lunettes sur le squelette du jeune garçon, des montures typiques des années 80. Arnaud sent sa gorge se serrer. Après 27 ans d'absence, les Lavignes sont bel et bien morts. Ils n'ont jamais eu leur nouvelle vie, leur nouveau départ. Ils sont morts dans cet entrepôt froid et humide, probablement peu de temps après leur arrivée. Cause de la mort ? Demande-t-elle, même si elle redoute la réponse. Moreau prend une grande inspiration. C'est là que ça devient vraiment troublant. Sur les 4 squelettes, j'ai trouvé des traces de traumatisme violent. L'homme adulte, Guillaume, présente une fracture du crâne importante à l'arrière de la tête. Un coup violent, porté avec un objet contondant lourd. Probablement mortel ou du moins incapacitant immédiatement. Il montre des photographies du crâne. Arnaud détourne le regard après quelques secondes. Et les autres ? La femme, Céline, a des fractures des vertèbres cervicales, strangulation probable avec une force considérable. Le garçon, Mathieu, présente également une fracture du crâne, similaire à celle de son père. La fille, Sophie. Moreau hésite, son visage montrant une émotion rare chez un médecin légiste habitué aux horreurs. Sophie a aussi des fractures cervicales, mais ses blessures suggèrent qu'elle a survécu plus longtemps que les autres. Il y a des signes de défense sur ses avant-bras, des fractures qui indiquent qu'elle a essayé de se protéger. Arnaud ferme les yeux un instant. Sophie,
13 ans, qui écrivait dans son journal avec tant d'espoir et de peur mêlée, a vu sa famille se faire tuer avant de mourir elle-même, se défendant jusqu'au bout. Estimation du moment de la mort. Difficile avec cette ancienneté. Mais d'après la décomposition des vêtements et divers autres facteurs, je dirais entre fin mars et début avril 1985. Cohérent avec leur disparition. Donc ils sont morts peu après s'être cachés dans l'entrepôt. Probablement dans les premiers jours. Oui. Arnaud remercie le docteur Moreau et retourne au commissariat. Elle convoque son équipe. Il est temps de reconstituer précisément ce qui s'est passé cette nuit de mars 1985. Reprenons depuis le début, dit-elle. Guillaume Lavigne a des dettes importantes envers Michel Arnaud, un prêteur usuraire. Le 20 mars, Arnaud vient le menacer à la boulangerie. Guillaume panique. Il décide d'organiser une disparition pour protéger sa famille. Il loue l'entrepôt en février, y entrepose probablement des provisions, prépare un endroit où se cacher. L'inspecteur Dubois continue. Le 23 mars au soir, il explique le plan à sa famille. Ils partent vers minuit, marchent jusqu'à l'entrepôt avec le minimum de bagages. Sophie cache son journal dans le mur avant de partir, espérant le récupérer un jour. Ils s'installent dans l'entrepôt. Et ensuite, demande Arnaud, quelqu'un les trouve, quelqu'un qui savait qu'ils seraient là. Quelqu'un qui les tue tous les quatre et les enterre sous le béton. Mais qui? Et comment cette personne savait-elle où ils étaient? Un silence pesant s'installe dans la salle. Puis, l'inspecteur Claire Moreau, 32 ans, spécialiste des affaires financières, lève la main. « Lieutenant, j'ai vérifié les registres de propriété de l'entrepôt. Devinez à qui appartenait le bâtiment en 1985 ?» Arnaud sent son estomac se nouer. « Dites-moi. » Une société écran dont le propriétaire réel était Michel Arnaud. Le silence explose en exclamations. Arnaud se lève brusquement. Il nous a menti. Guillaume lui louait son propre entrepôt. Arnaud savait exactement où il se cachait parce que c'est lui qui leur a fourni la cachette. Tout s'éclaire soudainement. Guillaume, désespéré, a dû demander de l'aide à Arnaud. Peut-être espérait-il négocier et gagner du temps. Arnaud a dû lui proposer l'entrepôt, peut-être même suggérer le plan de disparition. Et puis, une fois qu'ils étaient là, isolés, sans défense, « On y va. »« Maintenant !» ordonne Arnaud. 20 minutes plus tard, 3 voitures de police s'arrêtent devant la maison de Michel Arnaud. Le vieil homme ouvre la porte, visiblement surpris. Quand il voit l'expression sur le visage d'Arnaud, il comprend immédiatement. « Vous savez, dit-il simplement, nous avons trouvé les corps, tous les 4, enterrés dans votre entrepôt, l'entrepôt qui vous appartenait. Vous allez nous accompagner au commissariat, monsieur Arnaud. » Le vieil homme ne résiste pas. Il prend sa veste et l'essuie calmement, comme s'il attendait ce moment depuis 27 ans. Au commissariat, dans la salle d'interrogatoire, Arnaud et Dubois lui font face. Le magnétophone tourne. Arnaud lit ses droits à Michel Arnaud, lui propose un avocat. Il refuse. « Je n'ai plus besoin d'avocat, dit-il d'une voix fatiguée. J'ai 75 ans. J'ai porté ce poids pendant presque 3 décennies. Si je dois finir mes jours en prison, au moins je pourrai mourir sans ce secret. Racontez-nous ce qui s'est passé, demande Arnaud doucement. Michel Arnaud ferme les yeux, comme s'il se replongeait dans le passé. Guillaume est venu me voir le 22 mars, la veille de leur disparition. Il était dans un état de panique totale. Il m'a supplié de lui accorder un délai supplémentaire, quelques mois pour réunir l'argent. J'ai refusé. J'avais mes propres créanciers. Vous comprenez? Je ne pouvais pas attendre indéfiniment. Continuez. Alors Guillaume m'a fait une proposition désespérée. Il m'a dit qu'il avait un plan pour tout résoudre. Il allait faire disparaître sa famille et lui-même. Les gens penseraient qu'ils étaient morts ou partis définitivement. Pendant ce temps, lui et moi, on ferait une grosse opération. Il connaissait un fournisseur qui vendait de la marchandise volée, de l'équipement de boulangerie haut de gamme. On achèterait tout ça à prix cassé, on le revendrait et avec l'argent, il me rembourserait et il aurait assez pour recommencer ailleurs avec sa famille sous de nouvelles identités. Arnaud fronce les sourcils. « Et vous avez accepté ? C'était risqué, mais l'idée m'a plu. Si ça marchait, je récupérais mon argent plus les intérêts.
Si ça ne marchait pas, eh bien, ils auraient disparu de toute façon et je n'aurais rien perdu de plus. Je lui ai proposé mon entrepôt comme cachette temporaire. Quelques semaines maximum, le temps de faire la transaction. Qu'est-ce qui a mal tourné? Michel Arnaud ouvre les yeux et Arnaud y voit quelque chose qu'elle n'avait pas perçu lors de leur première rencontre. De la douleur. Un remords profond et ancien. Mon associé. Je n'étais pas seul dans mes affaires à l'époque. J'avais un partenaire, quelqu'un qui gérait le côté plus violent de nos opérations. Je lui ai parlé du plan de Guillaume. Je pensais qu'on aurait besoin de son aide pour la transaction avec le fournisseur. Son nom, Bernard Lacroix. Il est mort en 1997, un accident de voiture. Mais en 85, c'était un homme dangereux, violent, impulsif. Je contrôlais l'aspect financier, lui s'occupait de faire peur aux mauvais payeurs. Arnaud sent l'horreur monter en elle. Qu'a-t-il fait? Quand je lui ai parlé du plan de Guillaume, il a vu les choses différemment que moi. Il a dit que c'était trop compliqué, trop risqué. Il a dit qu'il y avait une solution plus simple. Les Lavigne disparaissent, on récupère ce qu'on peut de leurs biens, et on n'a plus à se soucier du remboursement. Vous saviez ce qu'il allait faire? Michel Arnaud secoue la tête violemment, les larmes commençant à couler sur ses joues ridées. Non, je vous jure que non. Je pensais qu'il voulait juste les effrayer, peut-être prendre quelques objets de valeur pour compenser la perte. Je ne savais pas qu'il allait. Sa voix se brise. Arnaud attend qu'il reprenne. Le 26 mars, 3 jours après que les Lavigne se soient cachés dans l'entrepôt, Bernard est venu me voir. Il avait l'air bizarre, agité. Il m'a dit que le problème Lavigne était réglé, qu'il ne nous embêterait plus jamais. J'ai demandé ce qu'il avait fait. Il a ri. Il a ri et il a dit « Ils sont partis très loin, très profond ». Je n'ai pas compris tout de suite. Puis, j'ai remarqué ses vêtements. Il y avait de la terre dessus, de la poussière de béton, et ses mains, ses jointures étaient écorchées, comme après une bagarre. Arnaud sent la nausée monter. « Qu'avez-vous fait ? » « Rien. Dieu me pardonne. Je n'ai rien fait. J'ai eu peur. Peur de Bernard, peur de la police, peur des conséquences. Bernard m'a dit que si je parlais, il dirait que c'était mon idée, que j'étais complice, que j'avais fourni l'endroit, organisé le piège. Personne ne me croirait si je l'accusais. Alors je me suis tu. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Quand la police enquêtait, j'ai gardé le silence. Quand les années passaient, et que personne ne trouvait rien, je me disais que peut-être c'était mieux ainsi, que déterrer le passé ne ramènerait personne. Le vieil homme pleure maintenant ouvertement. Mais chaque jour, je les voyais. Guillaume, sa femme, les enfants, surtout les enfants. Mathieu et Sophie. Ils hantaient mes nuits. Je me réveillais en suant, imaginant leurs derniers moments. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête quand ils ont compris qu'ils allaient mourir? Arnaud doit prendre une pause. Elle sort de la salle d'interrogatoire, va boire un verre d'eau. Dubois la rejoint. « Tu le crois ?» demande-t-il. « Oui, » répond Arnaud. « Je crois qu'il dit la vérité. Il n'a pas tué les Lavigne de ses propres mains, mais il est complice. Il a fourni l'endroit, il a gardé le secret pendant 27 ans. Il est aussi coupable que Bernard Lacroix. » Il retourne dans la salle. Arnaud se rassoit face à Michel Arnaud. Racontez-moi exactement comment Bernard vous a décrit ce qui s'est passé, tous les détails dont vous vous souvenez. Le vieil homme essuie ses yeux. Quelques mois plus tard, un soir où nous buvions ensemble, Bernard a parlé. Il était ivre et les mots sont sortis. Il a dit qu'il était allé à l'entrepôt dans la nuit du 25 mars. Il savait que les Lavigne seraient là, je lui avais dit. Il est entré silencieusement. Il dormait. Il a commencé par Guillaume. Un coup violent à l'arrière du crâne avec une barre de fer. Guillaume ne s'est même pas réveillé complètement. Puis Céline s'est réveillée et a commencé à crier. Il l'a étranglé. Le garçon, Mathieu, s'est levé pour défendre sa mère. Bernard l'a frappé aussi. « Et Sophie ?» demande Arnaud, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « La petite. Elle a couru. Elle a essayé de s'échapper. Bernard l'a rattrapée. Elle s'est battue, a griffé, mordu, mais elle n'avait que 13 ans face à un homme adulte et violent. Michel Arnaud ne peut pas continuer. Il sanglote maintenant, le visage dans les mains. Elle était juste une enfant qui voulait juste vivre.
Et après, il les a enterrés là même, dans l'entrepôt. Il a creusé pendant des heures, a mis les corps au fond, a recouvert de terre, puis a coulé du béton par-dessus. Il m'a dit que personne ne les trouverait jamais. Et pendant 27 ans, il a eu raison. Arnaud se lève. Michel Arnaud, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de meurtre et dissimulation de cadavres. Vous serez jugé pour votre rôle dans la mort de Guillaume, Céline, Mathieu et Sophie Lavigne. Le vieil homme hoche la tête. Je sais, c'est ce que je mérite. J'aurais dû parler il y a 27 ans. Peut-être que ça n'aurait rien changé pour eux. Mais au moins, leur famille aurait su. Au moins, ils auraient eu des funérailles dignes. Les semaines qui suivent sont intenses. L'affaire fait la une de tous les journaux. Le mystère Lavigne résolu après 27 ans, titre La Dépêche du Midi. Les détails de l'enquête, la découverte du journal, l'arrestation de Michel Arnaud, tout est relaté avec un mélange de fascination morbide et de compassion pour les victimes. Michel Arnaud est formellement inculpé. Son avocat plaide qu'il n'a pas directement tué les Lavigne, qu'il a été manipulé par Bernard Lacroix, qu'il a vécu avec le remords pendant presque 3 décennies. Le procureur rétorque qu'il a eu 27 ans pour se manifester, qu'il a choisi le silence par lâcheté, condamnant une famille à rester dans l'oubli. Le procès a lieu en mars 2013, exactement 28 ans après la disparition. Michel Arnaud, maintenant âgé de 76 ans et visiblement diminué par les mois de détention préventive, plaide coupable. Il raconte toute l'histoire devant la cour, n'épargnant aucun détail, même les plus horribles. « Je ne cherche pas à être pardonné », dit-il lors de sa déclaration finale. « Je cherche juste à ce que la vérité soit connue. Guillaume Lavigne n'était pas un mauvais homme. Il a fait une erreur en empruntant à des gens comme moi. Il a essayé de protéger sa famille de la seule façon qu'il connaissait. Céline, Mathieu et Sophie ne méritaient pas ce qui leur est arrivé. Personne ne mérite ça. La Cour le condamne à 12 ans de prison pour complicité de meurtre et dissimulation de cadavres. Compte tenu de son âge et de sa santé déclinante, il est probable qu'il mourra en prison. L'avocat n'interjette pas appel. Michel Arnaud accepte son sort avec une sorte de soulagement visible. Marc Fontaine, le fils de l'inspecteur qui a enquêté sur le cas original, assiste au procès chaque jour. Quand le verdict est prononcé, il sent une sorte de paix s'installer en lui. Son père n'a jamais résolu cette affaire, mais maintenant, grâce au travail acharné du lieutenant Arnaud et à une dose de chance, la vérité a émergé. Il aimerait pouvoir le dire à son père, lui annoncer que les Lavigne ont enfin obtenu justice. Les corps des Lavigne sont rendus aux autorités pour des funérailles appropriées. C'est un problème compliqué, car il n'y a plus de famille proche pour s'en occuper. Guillaume était fils unique, et ses parents sont décédés depuis longtemps. Céline avait une sœur qui vit au Canada, mais elle n'était plus en contact depuis des années. C'est finalement la mairie de Toulouse qui organise une cérémonie commémorative. Elle a lieu un samedi d'avril 2013 par une belle journée ensoleillée. Plusieurs centaines de personnes y assistent, un mélange d'anciens résidents de Saint-Cyprien qui se souvenaient des Lavigne, de curieux attirés par la notoriété de l'affaire et de gens simplement touchés par cette tragédie. Le maire de Toulouse prononce un discours émouvant. Guillaume, Céline, Mathieu et Sophie Lavigne étaient des citoyens ordinaires de notre ville. Ils vivaient une vie simple, travaillaient dur, prenaient soin les uns des autres. Ils ont été victimes de la cupidité et de la violence. Pendant 27 ans, ils ont été oubliés, perdus quelque part, entre la vie et la mort. Aujourd'hui, nous leur rendons enfin la dignité qu'ils méritent. Nous nous souvenons d'eux non pas comme des victimes anonymes, mais comme des êtres humains qui ont aimé, ri, pleuré et rêvé. Valérie Dumas, l'amie de Sophie, maintenant une femme de 40 ans avec ses propres enfants, dépose des fleurs sur le cercueil de son amie d'enfance. Elle pleure silencieusement, pensant à toutes les années qui se sont écoulées, à tout ce que Sophie n'a jamais pu vivre. Les bals du lycée, le premier amour, l'université, peut-être des enfants, toute une vie volée en une nuit de violence. Le lieutenant Arnaud assiste également à la cérémonie discrètement au fond de l'assemblée.
Elle regarde les 4 cercueils alignés et pense au journal intime de Sophie. Ces pages remplies d'espoir et de peur, ces derniers mots écrits par une jeune fille qui croyait qu'elle récupérerait un jour son journal, qu'elle raconterait cette aventure étrange à ses petits-enfants. J'écris ce journal là-bas et je le cache ici, dans le mur, parce que papa dit qu'on ne peut rien emporter qui pourrait nous identifier. Un jour, quand tout sera fini, je reviendrai le chercher. Mais ce jour n'est jamais venu pour Sophie. Elle n'est jamais revenue. Le journal a attendu 27 ans dans son mur avant d'être découvert, devenant finalement non pas le témoignage d'une aventure qui s'est bien terminée, mais la clé qui a résolu un mystère tragique. Après les funérailles, la vie reprend son cours normal à Toulouse. L'affaire Lavigne devient progressivement un souvenir, puis une histoire que l'on raconte occasionnellement. Le bâtiment où se trouvait leur boulangerie existe toujours, abritant maintenant un café moderne. Parfois, les habitués qui connaissent l'histoire regardent les murs et se demandent si les fantômes de cette famille disparue hantent encore les lieux. L'entrepôt où ils ont trouvé la mort a été complètement démoli. À sa place se trouve maintenant un petit parc avec des bancs et une aire de jeu pour enfants. La mairie a fait installer une plaque commémorative sobre, à la mémoire de la famille Lavigne, Guillaume, Céline, Mathieu et Sophie, 1985. Michel Arnaud meurt en prison en décembre 2015, à l'âge de 78 ans, d'une crise cardiaque. Il a passé ses dernières années à écrire des lettres d'excuses aux Lavigne, même s'il n'y avait personne pour les recevoir. Ces lettres sont conservées dans les archives de l'affaire, témoignage pathétique d'un homme qui a porté le poids de sa complicité jusqu'à la fin. Le lieutenant Arnaud continue de travailler sur les cold cases. L'affaire Lavigne reste son succès le plus notable, celle qui a fait sa réputation, mais elle n'en tire aucune fierté particulière. Chaque fois qu'elle pense à cette enquête, elle voit le visage de Sophie dans les photos de famille, ce sourire éclatant de jeune fille, pleine de vie et d'espoir. Elle garde une copie du journal intime de Sophie dans son bureau, pas l'original qui est aux archives, mais une photocopie qu'elle relit parfois. C'est un rappel constant de pourquoi elle fait ce métier. Pas pour la gloire ou la reconnaissance, mais pour ces voix silencieuses qui attendent parfois des décennies avant d'être entendues. Les dernières pages du journal sont les plus difficiles à lire. Sophie y écrit avec tant d'innocence, tant de confiance, que son père va tout arranger, que dans quelques mois, ils auront une nouvelle vie meilleure. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle n'avait plus que quelques heures à vivre, que son père avait involontairement piégé toute sa famille en faisant confiance aux mauvaises personnes. Aujourd'hui, en 2025, 40 ans après les faits, l'affaire Lavigne est étudiée dans les écoles de police comme un exemple de cold case résolu grâce à la persistance et à un peu de chance. Le journal de Sophie est cité comme une pièce à conviction exceptionnelle, un témoignage direct des heures précédant une tragédie. Mais au-delà des aspects techniques de l'enquête, l'histoire des Lavigne reste avant tout un avertissement sur les dangers de la dette, du désespoir et des mauvaises décisions prises dans la panique. Guillaume Lavigne voulait protéger sa famille. Il a fini par les conduire à la mort. Ce n'était pas un homme mauvais, juste un homme ordinaire confronté à des circonstances extraordinaires qui a fait les mauvais choix. Parfois, la nuit, quand Arnaud ne dort pas, elle imagine cette scène finale dans l'entrepôt. La famille Lavigne installée dans leur cachette précaire, essayant de dormir malgré l'inconfort et la peur. Guillaume qui veille, inquiet mais espérant que son plan fonctionnera. Céline qui serre ses enfants contre elle. Mathieu qui observe tout avec ses yeux trop vieux pour son âge. Et Sophie qui rêve peut-être de sa vie future, de la scène où elle se tiendra après tout cela. Puis Bernard Lacroix qui entre silencieusement dans la nuit. Le premier coup qui brise le crâne de Guillaume. Les cris de Céline. La panique de Mathieu. Sophie qui court dans l'obscurité, qui essaie désespérément d'échapper à l'inévitable. Arnaud se demande si Sophie a pensé à son journal dans ses derniers instants, si elle a regretté de l'avoir caché dans le mur de l'entrepôt, si elle a compris que c'était ce journal qui pourrait un jour raconter leur histoire. Car finalement, c'est exactement ce qui s'est passé.
27 ans plus tard, les mots de Sophie ont parlé pour elle et sa famille. Ils ont guidé les enquêteurs vers la vérité. Ils ont donné une voix à 4 personnes réduites au silence par la violence. Le journal de Sophie Lavigne est maintenant conservé dans les archives municipales de Toulouse, témoignage émouvant d'une jeune vie interrompue trop tôt. Parfois, des chercheurs, des étudiants ou simplement des gens intéressés par l'histoire locale demandent à le consulter. Ils le lisent avec un mélange de fascination et de tristesse, découvrant à travers ces pages jaunies la personnalité attachante d'une adolescente qui aurait dû vivre bien plus longtemps. La dernière phrase que Sophie a écrite résonne encore aujourd'hui avec une ironie tragique. Un jour, quand tout sera fini, je reviendrai le chercher. Ce sera mon témoignage de cette nuit étrange où nous sommes devenus des fantômes. Elle est effectivement devenue un fantôme cette nuit-là, mais son témoignage est bien revenu. Et grâce à lui, elle et sa famille ne sont plus juste des disparus mystérieux, des légendes urbaines, des dossiers poussiéreux dans les archives policières. Ils sont redevenus des êtres humains avec leurs espoirs, leurs peurs, leurs erreurs et leur humanité. C'est peut-être la seule justice que l'on puisse offrir aux morts, se souvenir d'eux non pas comme des victimes anonymes, mais comme des personnes qui ont existé, qui ont aimé et qui ont été aimées. Ce cas nous montre comment les décisions prises dans le désespoir peuvent avoir des conséquences tragiques et irréversibles. Guillaume Lavigne voulait protéger sa famille, mais en faisant confiance aux mauvaises personnes et en gardant des secrets, il les a involontairement conduits vers leur destin fatal. Pendant 27 ans, 4 vies sont restées cachées dans l'ombre jusqu'à ce qu'un simple journal intime révèle enfin la vérité. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Avez-vous remarqué les signes avant-coureurs tout au long de la narration? La cupidité et la violence ont détruit une famille ordinaire qui essayait simplement de survivre dans des temps difficiles. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette enquête approfondie sur un cas réel et mystérieux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez votre like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse également aux mystères résolus après des décennies de silence. La vérité peut mettre du temps à émerger, mais elle finit toujours par trouver son chemin vers la lumière.